Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau au Salon de l'Agriculture où nous étions toute la semaine jusqu'à vendredi, demain. Aujourd'hui, nous accueillons l'ancien ministre de l'agroalimentaire et député PS de la Mayenne, Guillaume Garot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de votre invitation. En cette heure matinale pour vous interviewer aujourd'hui à mes côtés, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Et c'est la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio, bien entendu. Guillaume Garot, avant d'aborder les questions agricoles, nous sommes donc au Salon de l'Agriculture, ça tombe bien. Il y a un sommet britannique, le 34e tout à l'heure à Amiens. Et il y a eu une nouvelle provocation d'Emmanuel Macron dans le Financial Times. Le ministre de l'économie a déclaré à propos du Brexit « Si vous sortez, nous ne retiendrons pas les migrants et nous attirerons les banquiers ». Vous êtes d'accord avec ce type de déclaration? Est-ce opportun au moment où l'Europe n'a pas une très bonne image? Mais pourquoi vous parlez de provocation? Est-ce que tout simplement Emmanuel Macron n'aurait pas raison de mettre nos amis anglais devant leurs responsabilités? Il faut que l'ensemble des données soient sur la table avant même que les Anglais ne se prononcent sur leur maintien ou leur sortie de l'Union européenne. Et donc, moi, j'approuve Emmanuel Macron lorsqu'il dit clairement les choses. Il a fait le chemin de François Hollande, qui pourra en parler avec David Cameron tout à l'heure. Non, mais on ne peut pas, écoutez, s'agissant de nos amis anglais, être un pied dehors et un pied dedans. Donc, il faut dire clairement ce qu'il en serait si nos amis anglais décidaient de sortir de l'Union européenne. Ça aurait évidemment des conséquences. Moi, ce que je souhaite, c'est que nos amis anglais puissent rester dans l'Union européenne. Mais rester dans l'Union européenne, c'est avoir des droits, mais aussi des devoirs. Christophe Bordet, il est d'accord avec Emmanuel Macron. Oui, alors Guillaume Garot, vous dites il y aurait des conséquences. Quelles conséquences en 2-3 mots? Écoutez, si les Anglais sortaient de l'Union, on sait très bien que les portes économiques de l'Union ne seraient plus ouvertes de la même façon. L'Europe, à mes yeux, ça ne peut pas être uniquement un grand marché économique. En tout cas, ce n'est pas la vocation de l'Europe. En tout cas, ce n'est pas la conception que moi je me fais. Est-ce que ça ne soulagerait pas, est-ce que ça ne soulagerait pas les autres pays? La question qui se pose à nous, responsables publics aujourd'hui, c'est de savoir quelle Europe nous voulons et quel projet pour l'Europe nous portons. Donc répondez à ma question. Mais je vais y répondre, mais laissez-moi aussi aller au fond des choses, pas simplement être sur l'écume de l'actualité ou voilà, sur des polémiques tout à fait récentes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'on veut pour l'Europe. Comment répondre aux grandes questions qui se posent à nous sur le développement économique, sur le budget, sur la crise des migrations. Voilà comment il faut poser le sujet. Ensuite, savoir comment on organise l'Europe. Moi, ce que je plaide, c'est qu'on ait une Europe à plusieurs pays pour aller plus vite. Bien sûr, il y a l'Europe des 28 aujourd'hui, très bien, ça a été l'élargissement, mais on pourrait revenir sur les conditions de l'élargissement. Aujourd'hui, si on veut relancer l'Europe, moi je crois à ce qu'on appelait les coopérations renforcées. Rappelez-vous, c'est l'idée qu'à quelques pays, on va plus loin, plus fort. Alors dites-moi, Guillaume Garot, pardon, si les Anglais ne veulent pas des migrants, doivent-ils payer plus que ce qu'ils ne paient aujourd'hui? Il y a eu les accords du Touquet qui prévoient qu'ils mettent la main à la poche, mais enfin on s'aperçoit quand on regarde un peu les chiffres qu'aujourd'hui ce sont surtout les Français qui paient le plus cher le fait de garder les migrants à Calais. Il y a des accords, s'agissant des frontières, qui remontent aux accords du Touquet. C'était signé par Nicolas Sarkozy, on était en 2008 si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, c'est vrai que la France fait un vrai effort pour traiter, gérer, notamment à la frontière franco-anglaise qui se situe à Calais, sur le littoral français, s'agissant de cet dossier migratoire, fait des efforts considérables pour faire en sorte qu'on puisse traiter cette question, ce point de fixation aujourd'hui à Calais, qui est une Bon, les Anglais doivent payer bon, plus ou pas? Donc, ça signifie que les Anglais doivent aussi prendre leur part de l'effort, et je suis convaincu que ce sera à l'ordre du jour aujourd'hui à Amiens, dans la rencontre entre François Hollande et David Cameron. Michael Zamès. Notamment, parce que là vous parlez de l'Europe. Hier il y avait le commissaire européen qui est venu faire une rencontre discrète avec Stéphane Le Foll, Phil Hogan. On ne parle que de ce commissaire européen. Il n'a pas promis grand-chose, Phil Hogan, notamment pour le grand rendez-vous du 14 mars prochain avec ce grand sommet européen. Finalement, on n'a pas grand-chose à attendre de ce sommet du 14 ? Est-ce que ce ne sont pas les agriculteurs qui risquent de payer les premiers ?
Écoutez, les agriculteurs déjà aujourd'hui, ils payent lourdement le prix de la dérégulation en Europe. Ils payent lourdement le coût de la surproduction en Europe. Et donc il faut trouver des solutions. Alors qu'aujourd'hui on n'est pas tout sur la table, c'est normal. C'est le stade préparatoire. Ce qui compte, c'est en effet la rencontre du 14 mars prochain. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'Europe non seulement reconnaisse qu'il y a vraiment une crise aujourd'hui agricole. C'est de la faute de Phil Hogan? Non, c'est pas de la faute de Phil Hogan en particulier. Quand on entend simplement, Marine Le Pen qui dit qu'il faut avoir la peau de Phil Hogan, qu'est-ce que vous en ça pensez? c'est inadmissible. On ne peut pas être dans des discours populistes, en appeler à avoir la peau de tel ou tel. Ce n'est pas acceptable de la part d'une responsable politique. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est trouver des solutions qui soient durables. Et il n'y aura pas de solution au plan européen sans régulation. Parce que, je le disais, aujourd'hui, on est en pleine crise de surproduction. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin des quotas laitiers? On a laissé les pays qui le souhaitaient produire tant et plus. Et donc, on a maintenant du lait autant qu'il est possible d'en produire, parce que les débouchés à l'exportation n'ont pas répondu à l'idée qu'on se faisait alors, en 2008, de pouvoir conquérir de nouveaux marchés. Je pense en particulier à la Chine. Donc cela veut dire très nettement aujourd'hui qu'il faut maîtriser notre production. Donc, ça veut dire réduire nos volumes de production sur certaines filières. Guillaume Garot, pour être bien clair, il faut donc que Phil Hogan accepte le retour des quotas laitiers en Europe. Écoutez, aujourd'hui, je doute qu'on puisse refaire à l'identique ce qu'étaient les quotas laitiers au moment où ils existaient, jusqu'en 2015, supprimés, je vous le rappelle, en 2008. Simplement, nous avons des outils d'intervention. Il y a ce qu'on appelle en particulier le prix d'intervention pour le lait, le prix plancher auquel on paye la poudre de lait et qui est un prix de référence ensuite sur le marché européen comme finalement sur le marché mondial. Il faut relever ce prix d'intervention. De la même façon, il faut mettre en place ce qu'on pourrait appeler des mécanismes d'alerte pour anticiper les crises de surproduction. Voilà, on a des outils qu'il faut aujourd'hui actionner. Il y a d'autres outils qu'il faut inventer et c'est là-dessus que devra porter le sommet du 14. Guillaume Garot, votre loi sur le gaspillage alimentaire, la loi Garot, est passée en février dernier. A-t-on les premiers signes de bonne collaboration des distributeurs, des grandes surfaces? Oui. On a des premiers signes. Oui, lesquels? Parce que aujourd'hui, ce qui me remonte du terrain, c'est que les grandes surfaces travaillent beaucoup mieux avec les associations locales de solidarité pour faire en sorte qu'on puisse donner les invendus alimentaires encore consommables plutôt que de les jeter, les mettre à la poubelle. Donc ça, la dynamique est enclenchée. Alors, ça ne date pas de ce mois de février, bien évidemment, mais le mouvement existait déjà de la part de certaines enseignes, de la part de certaines grandes surfaces sur le terrain, sur les territoires. Mais il faut aujourd'hui que ce soit un mouvement général. Il faut que demain, c'est-à-dire à l'échéance d'un an maximum, toutes les surfaces de plus de 400 mètres carrés en France acceptent et donc passent convention avec les associations locales de solidarité pour donner leurs invendus alimentaires. Et les choses s'amélioreront à ce moment-là? Au plus tard, dans un an. Je vous rappelle que cette convention sera généralisée sur l'ensemble du territoire national. Et je vous rappelle surtout une chose, une disposition de la loi que nous avons votée à l'unanimité et à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est qu'on ne pourra plus détruire de nourriture. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on remplit des poubelles d'invendus alimentaires qui sont consommables. C'est scandaleux. On ne l'accepte plus, d'autant plus que certaines grandes surfaces continuent de mettre de l'eau de Javel sur ces poubelles. Évidemment, c'est un scandale qu'on ne veut plus voir dans notre pays. Et sur lequel tout le monde était d'accord. Christophe Bordet. Guillaume Garot, le défilé des politiques se poursuit, va se poursuivre aujourd'hui avec par exemple Alain Juppé qui vient ici au Salon de l'Agriculture. Hier, il y avait Nicolas Sarkozy. Il a dit devant les éleveurs que la solution à leur problème, c'était de changer de président. Alors Sarkozy, président, imaginons, en 2017, faisant de la politique fiction, ça résoudrait les problèmes des agriculteurs? Il a la mémoire courte, ce Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire? Je vous rappelle qu'il avait séché un salon de l'agriculture, si ma mémoire est bonne. Il n'avait pas daigné venir à la rencontre des agriculteurs. On était en 2010, si mes informations sont exactes. Bon. Et aujourd'hui, il voudrait venir sauver l'agriculture, alors qu'il est responsable, lui, avec d'autres bien sûr,
de la situation où nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Les quotas laitiers qui ont été supprimés, décision de la présidence française, la fameuse 2008, loi de modernisation économique. la loi LME, 2007 également. Voilà, la loi LME, c'est une loi qui a complètement perturbé, déséquilibré les rapports entre la grande distribution et les fournisseurs. Donc, ce sont à la fois les industriels de l'agroalimentaire et les producteurs. Guillaume Garot, si on entend bien ce que vous dites, la grande distribution, c'est le grand ennemi des agriculteurs. Non, ça doit devenir un Là, partenaire. oui, mais là, si on mais comprend aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe. Le rapport de force, il est complètement déséquilibré. Vous avez 4 grandes centrales d'achat, 15 000 entreprises de l'alimentation, l'agroalimentaire, et puis 500 000 producteurs. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que la négociation se passe de la meilleure façon possible? C'est déséquilibré. Donc, il faut reprendre cette loi. Et c'est très important aujourd'hui qu'on en vienne à davantage de transparence dans la répartition de la valeur ajoutée et donc dans la fixation du prix aux consommateurs. Mais je veux dire aussi une chose, il faudra sans doute, il faut le dire, que le consommateur accepte aussi de payer un tout petit peu plus cher, quelques centimes de plus, les produits qu'il a dans son assiette pour être garanti bien sûr de la qualité, mais aussi pour permettre à ceux qui produisent l'alimentation, nos agriculteurs, nos producteurs, mais aussi là-dessus, nos vous êtes entreprises. d'accord avec Nicolas Sarkozy qui a dit la même chose. Eh bien, tant mieux si aujourd'hui il y a des plages de consensus en France pour faire en sorte qu'on prenne conscience qu'on ne peut pas être dans une course au prix bas. Et que cette course au prix bas... C'est un jeu citoyen, au fond. Un jeu citoyen de payer un peu plus. Oui, parce que la course au prix bas, c'est finalement le prix qui tue l'emploi, qui tue nos territoires, qui fragilise nos producteurs, qui fragilise nos entreprises de l'alimentation. Et il faut sortir de cette logique. Christophe Bordet. Guillaume Garot, Myriam El Khomri se dit déterminée à aller jusqu'au bout sur sa loi travail. À votre avis, elle est déterminée ou elle est prête à laisser le texte se vider de sa substance dans les 2 semaines qui viennent, qui vont être 2 semaines de négociation? Quel est votre sentiment? Mais pourquoi voudriez-vous que le texte soit vidé de sa substance? Nous sommes en pleine discussion aujourd'hui. Moi, je vais vous dire très clairement les choses. Aujourd'hui, je considère que nous ne sommes pas à l'équilibre. Voilà. Personne ne peut reprocher, bien sûr, au gouvernement de vouloir tout faire contre le chômage. Parce que toutes les solutions que nous avons engagées depuis 2012 maintenant n'ont pas encore produit leurs effets. Donc c'est normal. Pas marché, et c'est très bien que le gouvernement aille de l'avant. Mais en même temps, il faut trouver le bon équilibre entre la nécessaire souplesse pour les entreprises parce qu'elles nous le disent tous les jours, on a besoin de davantage de visibilité, et en même temps, les garde-fous, les garanties pour les salariés qu'on doit leur assurer. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors ça concerne quelques dispositions très concrètes, très précises dans le texte, la définition du licenciement économique, ce qu'on entend par période d'astreinte et période de repos, voilà des exemples très concrets, mais je suis convaincu qu'on arrivera à l'équilibre. Michael Zamès. Guillaume Garot, les syndicats se mobilisent aujourd'hui. La jeunesse sera dans la rue le 9 mars prochain. François Hollande avait fait de la jeunesse l'alpha et l'oméga de sa campagne en 2012. Vous avez perdu cet électorat? Non, je ne suis pas dans cette conception-là. Aujourd'hui, vous avez quand même dit, je ne comprends pas le sens de cette loi au moment où on a besoin de consolider notre électorat. Michael Zamès a raison. Mais vous avez dit ça. Mais c'est bien sûr, mais c'est pas parce que je dis ça et je le réaffirme qu'on a besoin de consolider, de rapprocher, en effet, de souder toutes celles et ceux qui croient dans les valeurs de la gauche. Bien sûr, c'est notre mandat. Et en même temps, c'est pas parce que je dis ça. Mais aujourd'hui, la jeunesse n'est pas dans la rue. La jeunesse, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin d'être convaincue. Elle a besoin de retrouver des perspectives d'insertion professionnelle. Je leur demande de regarder les textes. Je leur demande de travailler avec nous. Les syndicats étudiants se sont saisis du texte très bien. Moi, je suis convaincu que Myriam El Khomri saura les recevoir, leur parler, les écouter bien sûr, pour apporter les apaisements qu'ils attendent. Guillaume Garot, à propos de cette loi, qu'est-ce qui est le plus dangereux que cette loi, cet avant-projet de loi en tout cas pour l'instant, fasse exploser la gauche, ou au fond qu'elle ne serve à rien, qu'elle soit délestée de tout contenu? Quel est entre ces 2 mots, quel est le plus important? Je vous reprends. Cette loi ne sert pas à rien. Au contraire, je crois cette loi très nécessaire. Franchement, à la fois pour donner cette souplesse dont je parlais aux entreprises, pour être plus performants, plus efficaces, pour faire tourner notre économie, et en même temps,
il faut aussi redire que cette loi, elle a des vraies avancées sociales. Et je pense en particulier à ce qu'on appelle le compte personnel d'activité, qui va donner des droits nouveaux aux salariés en France, de telle sorte qu'ils puissent avoir, par exemple, sur la formation, des droits transférables d'une situation à l'autre. Quand on est en emploi, quand on est au chômage, lorsque on cherche à se réorienter, eh bien qu'on puisse garder tout au long de sa vie finalement ce droit à la formation. Ça, c'est une vraie avancée sociale. Donc cette loi, elle est utile pour l'économie du pays, elle est utile pour la cohésion sociale de la France. Et en même temps, je le redis, il faut trouver les marges, les nouvelles marges, de telle sorte qu'on soit complètement rassuré et équilibré sur ce texte. Dernière question, 30 secondes, Michael Zames. Si on en croit certains médias ce matin, s'il n'est pas candidat en 2017, François Hollande l'annoncera en octobre prochain. Le calendrier vous plaît ? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, avant de parler de campagne présidentielle, il faut, franchement, on est là dans un moment délicat. Il doit l'annoncer en octobre ? Mais écoutez, c'est du concret, Guillaume. Bien sûr, c'est du concret. Mais franchement, les Français ne sont pas avec ce calendrier-là dans la tête. Moi, je veux vraiment que le gouvernement, que le président puisse faire son travail dans les meilleures conditions jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. C'est ça qu'attendent aujourd'hui les Français. Donc, le calendrier, c'est une chose. C'est normal que ça puisse vous intéresser. Mais franchement, laissez-nous bosser, laissez-nous travailler, laissez-nous avancer. Merci Guillaume Garot d'avoir été notre invité. Vous êtes député Parti Socialiste de la Mayenne et ancien ministre délégué à l'agroalimentaire. Ça tombe bien, et si vous entendez des bruits... On a entendu les oies tout à l'heure. C'est pas la bande-son là, on y est vraiment. Non, on est au Salon de l'Agriculture, vous l'avez compris. On passe à la deuxième partie de cette émission avec l'analyse de vos propos et de l'actualité aussi, avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, depuis le Salon de l'Agriculture, j'accueille Pascal Jalabert des dernières nouvelles d'Alsace. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous sur ce plateau de Campagne Télé et de Public Sénat. Et bonjour Jérôme Cordelier, vous êtes rédacteur en chef des éditions régionales du Point. Bonjour, merci d'être avec nous. On démarre tout de suite avec le sommet franco-britannique. C'est le 4e sommet du genre qui a lieu à Amiens entre François Hollande et David Cameron. Avec ce que j'appelais tout à l'heure, mais il l'a contesté, Guillaume Garot, l'ancien ministre de l'agroalimentaire qui était sur notre plateau il y a un instant, une provocation d'Emmanuel Macron au Financial Times. Et le ministre de l'économie a déclaré à propos du Brexit, si vous sortez, nous ne retiendrons pas les migrants et nous attirons les banquiers. Lui, il a dit j'approuve. Guillaume Garot. Moi, je crois qu'en effet, ce n'est pas une provocation. Emmanuel Macron parle clair. Voilà, il dit aux Anglais, écoutez, ça va aider François Hollande ? Je ne sais pas si ça va aider François Hollande. Je pense que lui, ce qu'il cherche, c'est à aider un peu David Cameron à ce qui n'est pas un Brexit. Mais après tout, il faut dire les choses comme telles. C'est sûr que si les Anglais sortent, on va revenir sur ces accords du Touquet qui ont placé la frontière chez nous. Et donc, en effet, c'est le contribuable français qui aujourd'hui supporte ce coût des migrants, alors que leur but, ce n'est pas de rester en France, on le voit bien, c'est d'aller en Angleterre, premièrement. Et deuxièmement, il est certain que les banques de la City, elles ne vont pas rester isolées longtemps. Donc Macron dit, OK, sortez, on fait notre job derrière. Ma foi, c'est un message clair adressé aux Britanniques. Pour une fois, c'est nous qui parlons aux Britanniques avec le langage du réalisme. Jérôme Cordelier, il est en mission, Emmanuel Macron, quand il dit ça ? C'est vrai que Emmanuel Macron a l'avantage de parler clair. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que les migrants sont un peu instrumentalisés dans le jeu politique, parce que, encore une fois, il faut le dire avec force. Je veux dire, il y a très peu de migrants qui sont en France, hein, il faut le dire, puisqu'ils deviennent un petit peu comme ça, dans le jeu politique, pas une monnaie d'échange, mais et donc il faut encore le dire qu'il y a qu'à Calais qu'il y a des problèmes en France. Et encore ceux qui sont ici veulent partir en Angleterre. Oui, ils veulent pas rester en France. Il n'y a pas d'autres endroits en France où les migrants posent problème pour une raison bien simple, c'est qu'il n'y en a pas. Il y en a très très peu dans le pays. Donc voilà. Mais d'une manière plus générale, j'ai trouvé Guillaume Garot plutôt macroniste. Vous savez, comme on est en pleine reconfiguration du jeu politique. On le disait proche de Ségolène Royal. Voilà, mais présent. là, je trouvais que dans ses propos sur notamment le projet de loi El Khomri et puis sur son soutien à cette phrase d'Emmanuel Macron, on sait bien qu'il y a des positionnements qui sont en train de se faire pour 2017. Il n'y a pas que le match Valls-Aubry, il y a aussi le match Valls-Macron. On dit fortement que Emmanuel Macron est en train de préparer aussi sa campagne
campagne pour 2017. Donc, et j'ai trouvé que Guillaume Garot, là, je sais pas, j'avais le sentiment qu'il se positionnait un petit peu dans ce jeu-là. C'est votre avis aussi, Pascal Jalabert? Il est clair qu'Emmanuel Macron, je pense qu'il a été assez agacé par la façon dont Manuel Valls le traite un peu, et que là, il prépare quelque chose pour l'avenir. Mais il faut tout lire à l'aune des rapports personnels entre un Premier ministre et son ministre de l'économie. Est-ce que les Français attendent pas autre chose? Les Français, ils attendent complètement autre chose. Les Français, aujourd'hui, ils ont deux préoccupations. Trois. Évidemment, ils veulent qu'on inverse cette courbe du chômage. Ils veulent aussi y voir clair, dire où on les amène et vers quel pays on les amène. Et ça n'a pas encore été dit. Voilà. Et la troisième chose, c'est évidemment tout ce qui repose sur la sécurité. Et là, c'est pas la peine de développer. Très vite, attention, Cyril, c'est pas uniquement une querelle d'ego. Hein. C'est un peu notre jeu aussi, notre faute, si je puis dire, les observateurs de la vie politique. Voilà, parce qu'il y a aussi des positionnements de volonté politique et d'idéologie politique. Il y a une vraie différence idéologique entre Valls, Emmanuel Macron dans une moindre mesure et surtout Martine Aubry. Et on le voit bien sur le projet. Et aussi une différence de génération, bien sûr. Entre Valls et Macron, si on peut dire. Avant projet de loi, la reculade du gouvernement, est-ce une reculade ou pas, au fond, on va le savoir. Surtout la manifestation du 9 mars, où tous les syndicats, plus les étudiants, ont l'air coalisés. Est-ce qu'il y a le risque d'un nouveau CPE, là, Pascal Jalabert? Pour le moment, le mot reculade, on ne peut pas encore le dire. Enfin, elle a été au moins décalée de quelques jours. On ne connaît pas le contenu, donc on va attendre d'avoir un contenu. Risque de CPE, pas encore, il faut attendre le contenu. Maintenant, c'est quand même la première fois qu'il y a une manifestation quasi unitaire, que les étudiants bougent. Vous savez, le problème de François Hollande aujourd'hui, c'est qu'il a fait beaucoup de mécontents catégoriels. Les médecins, les agriculteurs, les profs, les corporatismes. Les jeunes, surtout. Alors voilà, si maintenant les jeunes s'y mettent, ça va commencer à faire beaucoup de monde. Avec une réaction très précautionneuse de Guillaume Garot ce matin sur notre plateau en disant cette loi elle peut aller dans le bon sens au fond, Jérôme Cordelier. Oui, il a soutenu, hein, mais je veux dire il y a quand même il y a un clivage fort sur cette loi, évidemment. Et c'est vrai que la gauche, si on rassemblait autour de Martine Aubry, devait se positionner sur une loi comme ça, puisque c'est une loi qui change les fondamentaux et qui trouble un peu le jeu politique, puisque maintenant les politiques sont au pied du mur sur comment peut-on réformer pour donner du travail, évidemment. Alors si on croit nos confrères d'RTL ce matin, confidentiel comme on dit, une indiscrétion, François Hollande, s'il n'est pas candidat, l'annoncera au mois d'octobre. Alors Pascal Jalabert, fait crédit d'avoir écrit ça dans le Progrès de Lyon, je crois, la semaine dernière. Oui, dans les journaux de notre groupe. Vous aviez des informations déjà là-dessus? Non, enfin oui, il y avait quelques rumeurs, mais il y avait surtout une intuition. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas aujourd'hui... Est-ce que ce sera trop tard, trop tôt? Non, par rapport aux enjeux. Moi, je crois qu'il a le temps. S'il veut gouverner tranquillement, octobre, ça me paraît trop tôt. Mais la question n'est pas là. Aujourd'hui, il y a besoin d'apporter des réponses aux Français qui n'y sont pas. Les Français n'ont pas les réponses. Donc du coup, François Hollande ne sera pas en mesure de se représenter s'il n'y a pas les réponses dans 6 mois. Et 6 mois, c'est court. Et puis, s'il ne se présente pas, ça aura au moins un avantage, c'est une clarification. C'est-à-dire qu'il y aura des primaires. Et là, les électeurs de gauche pourront trancher sur la ligne Valls, ligne Aubry, Valls ou Macron. Et là, ceux qui auront perdu devront se ranger derrière. Et c'est là qu'on verra si la gauche est à maturité pour le faire. Alors, avec un sondage, Jérôme Cordelier, dans Le Point, qui montre un Valls en forme, au fond. Oui, en fait, on voit que plus d'un Français sur deux, c'est un sondage qui a été repris par lepoint.fr ce matin, plus d'un Français sur deux considère que Valls incarne le dynamisme, le courage, donc c'est quand même intéressant. Mais juste sur la candidature de François Hollande, au moins en l'occurrence, on peut dire qu'il a le mérite de la clarté. C'est-à-dire que, évidemment, que si la courbe de chômage n'est pas inversée, évidemment, François Hollande ne pourra pas se représenter. Donc le jeu est assez clair dans cette condition-là. Oui, ça serait inédit sous la Ve République, puisque tous les présidents sortants se sont représentés après un mandat. Mais là, au moins, il y a un engagement qui a été pris et ce sera clair. Si le chômage continue d'augmenter ou ne baisse pas, eh bien, on aura un nouveau candidat qui ne sera pas le sortant. Je retiens que vous dites que François Hollande sera clair. Jérôme Cordelier, la une du Point. Alors, la une du Point, cette semaine, je ne sais pas si... Les derniers dinosaures. Oui, les derniers dinosaures, c'est une une... c'est pas des animaux du Salon de l'Agriculture, ça. Non, c'est une justement sur un peu les blocages français économiques. Et alors, surtout, Martine Aubry,
Philippe Martinez. Et puis le président des étudiants de l'UNEF-ID, hein, qui est aussi très fortement, voilà, très avec 3 photos de ces 3 personnalités très hostile à la une du Point pour nos amis de la radio. Pascal Jalabert. Oui, donc sur les DNA, c'est les migrants qui sont à la une, avec aujourd'hui ce sommet franco-britannique. C'est au secours de la Grèce, les migrants. Voilà. Oui, au secours de la Grèce, qui en effet, là pour le coup, les Grecs, ils doivent supporter le poids des inconséquences de tout le monde. C'est les dernières nouvelles d'Alsace aujourd'hui que vous représentez sur ce plateau. Merci à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne journée à tous.